Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, votre unique rendez-vous hebdomadaire avec l'environnement, diffusé sur une chaîne de télévision. Elle est pas belle la vie. En tout cas, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de l'ilang, cette plante majestueuse venue d'Asie, très précieuse dans l'industrie du parfum et de la cosmétique. Il n'y a pas si longtemps que ça, 30 ans à peine, l'ilang de Mayotte était reconnu et apprécié dans le monde entier. Du reste, Guerlain ne s'y est pas trompé, puisque à l'époque, il a posé ses valises chez nous, ici à Mayotte. Et puis, la filière s'est effondrée, faute de rentabilité, un véritable gâchis du reste. Mayotte peut-elle retrouver ses lettres de noblesse? Oui, j'en suis sûr. Moi, j'en suis certain. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, la fleur d'ylang et sa production sont au cœur de nos échanges. Nos équipes sont parties sur le terrain à la rencontre de celles et ceux qui font ou qui ont fait l'histoire de l'ilang à Mayotte. Ils ont également pu rencontrer et partager l'expérience d'un jeune agriculteur à Mayotte qui s'est lancé dans le pari fou de faire revivre une exploitation d'ylang. Puis, pour nous expliquer comment relancer cette filière, nous aurons avec nous sur le plateau Hassani Soulaïmana, directeur d'Aro Maoré, Jean-Michel Bergès, directeur de la DAF, Pierre Papadopoulos, Sgar à la préfecture de Mayotte, et Moeva Soumaïla, dit Awar, président des jeunes agriculteurs. Enfin, en toute fin d'émission, nous retrouverons Anne-Constance Anguena, avec laquelle nous aborderons les gestes clés autour de l'ilang. Aux côtés d'un jeune agriculteur, nous irons découvrir une exploitation agricole d'ylang nouvelle génération. Oui, l'ilang a de l'avenir ici à Mayotte. Regardez ce magnifique reportage signé Pierre Bellucci, Leslie Vimené et Abbas Alidi. Certains la qualifient de fleur des amoureux. L'ilang-ilang à Mayotte est une culture traditionnelle qui a longtemps constitué l'une des principales cultures de rente locale. Cultivée depuis le début des années 1900, l'île comptait plus de 1000 hectares d'ylang dans les années 1950 à 1980. Une quinzaine de tonnes étaient ainsi exportées chaque année. Mais connaissez-vous les nombreuses vertus de ces fleurs issues d'arbres aromatiques de la famille des Annonacées? Pas du tout. Non. Les vertus de l'ilang, non. Pas trop. L'ilang a des vertus cosmétiques. Je sais que c'est bon pour les cheveux, je sais que c'est bon pour la peau. L'odeur aussi, la bonne odeur. Et c'est un produit qui reste typique. Anti-infectieuse, antibactérienne, antiparasitaire, stimulante, tonifiante, reconnue contre la dépression, la fatigue, la nervosité, l'excitabilité, l'ilang-ilang apaise notamment les palpitations et la tachycardie. Au-delà de ses vertus médicales, la fleur est appréciée pour sa fragrance douce et suave. Depuis les années 80 à Mayotte, la production est le fait de petits producteurs cultivant des surfaces souvent inférieures à 1 hectare, issus des anciens grands domaines. Anouar a repris l'exploitation de son grand-père. Il cultive l'ilang-ilang afin d'en extraire l'huile essentielle, très prisée à l'international. Les fleurs, une fois bien matures, bien mûres, on va les utiliser pour distiller. On va extraire une huile essentielle d'ylang-ilang qu'on obtient au bout d'un processus qu'on appelle la distillation, tout simplement, qui peut aller jusqu'à 24 heures. Anouar peut récolter jusqu'à 100 kg de fleurs par an et ainsi produire 2 litres d'huile essentielle d'ylang-ilang extra, la qualité la plus rare et la plus recherchée par les parfumeurs. Cependant, son exploitation lui permet également d'élargir ses activités en pratiquant l'agrotourisme. L'ilang contribue vraiment à l'environnement. Il est bon pour l'environnement. Il lutte contre l'érosion parce que les racines, c'est de l'agroforesterie tout simplement. Moi, personnellement, je fais de l'agrotourisme. Donc, je reçois la clientèle qui vient directement sur l'exploitation pour visiter les lieux. Et là, je fais une démonstration de distillation et au final, je vends aussi des petits flacons d'huile essentielle qui sont déjà conditionnés. Si certains agriculteurs vendent directement leurs produits à des particuliers, d'autres ont créé leur boutique. C'est le cas de Solange qui commercialise toutes sortes de produits à base d'ylang. Soit on aime l'ilang, soit on l'aime pas. Et quand on l'aime vraiment, ça vous prend vraiment à la gorge, voilà. Vous l'avez dans la peau, parce que c'est une sensation vraiment, non seulement elle a des vertus apaisantes, relaxantes,
Et même pour les cheveux, ça assainit le cuir chevelu et ça donne de la brillance aux cheveux quand on l'ajoute en eau de rinçage, à l'eau de rinçage pour les cheveux. Donc c'est un produit qui m'aide moi parce que parfois avec le stress et tout ça, il suffit d'une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang pour que je sois relaxée, apaisée. Si l'ylang-ylang possède de nombreuses vertus, à Mayotte ce secteur a bien du mal à trouver son second souffle. Cependant le projet du pôle d'excellence rurale doit permettre de relancer la filière. Les producteurs se chargeront uniquement de collecter les fleurs. La distillation se fera en commun au sein de cette structure qui aura à charge de distribuer les produits et de faire prospérer la filière au sein et à l'extérieur des frontières de l'île. Superbe reportage de Pierre Bellucci et ses équipes, encore bravo. On va attaquer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter nos invités. Jean-Michel Bergès, directeur de la DAF qui est avec nous. Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. On a également Hassani Soulaimana, responsable de Aroma Auré. Hassani, bonjour. Oui, bonjour. Et puis, on va l'appeler Anouar, hein, il est avec nous sur ce plateau, président des jeunes agriculteurs. Bonjour Anouar. Bonjour. Et puis Pierre Papadopoulos, le SGAR de la préfecture. Pierre, bonjour. Bonjour Patrick. Allez, on attaque tout de suite. Une question pour Jean-Michel Bergès de la DAF. Pourquoi la filière de l'ylang s'est effondrée? Quel dommage, quel gâchis, je disais en introduction. Oui, c'est un gâchis, mais disons que les conditions de production de l'ylang dans les colonies, on va dire, à un moment donné où ça a été lancé il y a pas mal d'années, étaient basées sur une exploitation d'une main-d'œuvre pas chère et rémunérée, je veux dire, à des tarifs qui sont plus possibles à Mayotte. Et donc le fait d'avoir choisi la départementalisation et les règles sociales fait que le système économique qui est mis en place ne permet pas une exploitation de la main-d'œuvre et que les prix actuellement du produit ne supportent pas une meilleure rémunération de la main-d'œuvre. Donc c'est qu'un problème de coût de salaire, rien à voir avec la qualité de l'ylang, parce que cette qualité elle est toujours présente, le savoir-faire il est toujours là. Non, il n'y a aucun problème sur la qualité, il n'y a aucun problème aussi sur le potentiel de Mayotte, mais disons le système d'exploitation faisait que on avait des difficultés à produire de la matière première au tarif pour lequel il était produit à Madagascar ou surtout aux Comores. Voilà, et donc ça a posé des problèmes d'avoir de la main-d'œuvre capable de récolter des quantités énormes pour faire du produit brut. À l'époque, quelle était la place de Mayotte dans le monde en matière de production d'ylang? Elle avait la deuxième place à l'époque. On faisait à peu près 60-70 tonnes et 20% étaient produits à l'époque par Mayotte. 40% par les Comores. Vous voyez, il y avait une position quand même qui était très importante. Hassani, Jean-Michel le disait à l'instant, c'est pas qu'une histoire d'argent. On avait, et on a, prenez votre micro, on a un vrai savoir-faire. C'est quoi ce savoir-faire? Est-ce qu'il y a un secret? Secret de fabrication, un secret mahorais? C'est-à-dire qu'en fait, l'ylang de Mayotte est assez en fait particulière. Alors cela est dû à plusieurs facteurs. Donc nous avons bien sûr le savoir-faire qui joue. Et nous avons aussi le terroir, mais nous avons aussi la variété. Donc l'ylang de Mayotte regroupe des facteurs qui sont très favorables à la production d'une huile essentielle de qualité et reconnue dans le monde comme étant la meilleure. Il nous le dira pas le secret, Anouar. Est-ce qu'il y a un secret mahorais? Le secret mahorais, c'est avant tout la passion. On a une passion qui m'a été transmise d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, à travers la situation pédoclimatique qu'on a, vraiment, c'est très favorable à la production d'huile essentielle de Mayotte. Après, le secret en lui-même... Oui, dites-nous, il n'y a personne qui nous écoute. Mon grand-père avait le secret, il l'a mis dans la tombe. Mais du coup... Il ne vous l'a pas donné? Il n'y a pas eu le temps. Non, mais concrètement, oui, le secret, je dirais pas qu'il y a un secret. Je pense que avant tout, c'est la chance qu'on a d'avoir un climat très favorable à la production d'ylang dans position géographique au niveau des Comores. Mais sinon, je pense que c'est vraiment une passion qu'on retrouve. Qu'on s'amuse à travailler, à tester, jusqu'à trouver vraiment la bonne formule pour avoir à tous les coups une huile essentielle. On va y revenir. Pierre, est-ce que la filière est toujours florissante aux Comores?
En volume, oui. Oui. Il est clair que les Comores représentent à peu près les 2 tiers de la production mondiale, un tiers à Madagascar, si on considère la production à Mayotte, je dirais, non significative. Par contre, il est clair qu'en matière de production, sur le plan environnemental, c'est peut-être pas tout à fait exemplaire. Hein. Les méthodes, effectivement, sont, on le sait bien, pas très respectueuses de l'environnement. Et sur le plan social, effectivement, là aussi, c'est pas obligatoirement très vertueux, avec une rémunération des ouvriers comoriens extrêmement basse. Et c'est probablement ça qui va faire qu'à Mayotte, on a une carte à jouer, c'est-à-dire faire valoir auprès des acheteurs, et ça, ils y seront très sensibles, les acheteurs des produits de luxe, c'est bien de ça dont il s'agit, que nous, à Mayotte, parce que justement, on a un système qui surveille et qui s'intéresse à l'environnement, qui s'intéresse à la juste rémunération des ouvriers, on le fera valoir auprès des acheteurs qui y seront très sensibles. Pour justifier même le prix plus élevé. Peut-être pas obligatoirement, mais en tout cas pour justifier qu'ils viennent nous l'acheter, ça sera un atout, et c'est déjà un atout vis-à-vis des acheteurs et de la production dans le domaine du luxe, que de pouvoir faire valoir des conditions de production sur le plan environnemental et sur le plan social, vertueuses. Jean-Michel, est-ce que l'arbre, l'ilang, est-ce qu'il protège de la déforestation? Est-ce qu'on peut s'en servir pour lutter contre la pollution, contre la déforestation? Ah, tout à fait. Je veux dire, c'est de l'agroforesterie, avec, je veux dire, des sols qui sont stabilisés par les arbres sur des périodes de 40 ans. Donc une meilleure pénétration de l'eau. Et surtout une rétention des sols. Hein, on les travaille pas, on les retourne pas. Il y a l'entretien d'un couvert dessous qui permet justement d'avoir une rétention de l'eau et une lutte contre l'érosion. Et en même temps, je veux dire, une partie importante, c'est cette rétention d'eau qui fait que, je veux dire, on évite d'avoir toutes les pluies qui tombent, qui partent directement dans le lagon et qui ne sont pas retenues. Donc il y a un intérêt à la fois sur le maintien de la qualité des sols et sur le captage de l'eau. Anouar, il faut de la rentabilité, il faut améliorer le rendement. Est-ce que, je ne sais pas si vous allez nous le dire, mais est-ce que à Mayotte, on utilise les pesticides ? Peut-être, mais en ce qui me concerne, dans mon exploitation et dans plus de 80 exploitations d'ilang que j'ai vues, il n'y a personne qui utilise des pesticides dans les ilangs. Tout est naturel. Tout est naturel. Donc on a l'avantage. Et ça, c'est un avantage concurrentiel par rapport à nos voisins comoriens ou malgaches. On a un produit pur. Ici, il est bio. C'est sûr qu'il est pur. Après, au niveau des tout ce qui est comment dire. Mise aux normes bio, la paperasse, tout le monde n'a pas le moyen de le faire. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'utilisation des pesticides, les ilangs à Mayotte, ils sont vraiment naturels. Pierre, comment on peut arriver à relancer la filière de la culture de l'ilang ici chez nous à Mayotte? D'abord, est-ce que c'est jouable et si oui, comment? Nous, on n'en doute pas. On n'en doute pas que c'est jouable. La DAF a beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a deux aspects. Le premier, ça va être des aides publiques. Et le directeur de la DAF en dira un petit mot après. Des aides publiques, les fameuses aides PAC, les fameuses aides POSEI. Et puis, on le sait bien, la structuration d'une vraie filière. C'est-à-dire ne pas louper une étape dans tout le processus, depuis la production jusqu'à la commercialisation, passant par la distillation, etc. Il faut qu'on ait une filière qui soit bien structurée. Et c'est bien l'objectif aussi du PER notamment, que de structurer, on en parlera, du pôle d'excellence rurale, que de structurer cette filière. Donc entre les aides publiques et la structuration de la filière qu'on monte tous ensemble, il n'y a aucun doute qu'effectivement, il y a une carte à jouer. Les agriculteurs, ils y croient. Ils ont envie. Combien d'hectares ont été plantés ou replantés à Mayotte? Aujourd'hui, on a 135 hectares qui sont exploitables, certainement plus qui sont susceptibles d'être mis en production. Par contre, tout le monde y croit. Les agriculteurs y croient, nous on y croit, le conseil départemental y croit. En fait, à Mayotte, tout le monde y croit. Moi, je ne suis pas le seul à y croire. Donc, pas du tout. Jean-Michel, c'est quoi, Pierre Papadopoulos nous parlait à l'instant de la PAC, c'est quoi? Disons, la PAC, c'est des aides
que fournit Bruxelles pour aider les agriculteurs à maintenir leur activité. Elles sont doublées par ce qu'on appelle des aides POSEI qui, elles, interviennent pour les territoires d'outre-mer pour compenser l'éloignement et l'insularité. Et c'est là que l'intérêt qu'on a dans le fait d'être dans un département d'outre-mer français, c'est qu'on a des aides qui nous permettent de compenser justement le déficit ou les difficultés financière par rapport au salaire, de payer justement les personnes et d'avoir des règles environnementales à respecter. Donc ces règles sont compensées par des aides publiques et c'est là-dessus qu'on compte pour faire le différentiel en ayant un produit qui de toute façon à la sortie doit être sur le même prix que le niveau mondial. On ne pourra pas vendre plus cher. Par contre, les coûts de production seront amortis par les aides. Hassani, il faut combien d'hectares d'ylang pour faire 1 litre d'huile d'ylang à peu près? Alors, il faut combien d'hectares donc pour faire 1 litre? Bon, je vais vous dire. De bonne qualité, si possible. Je vais vous dire, en tout cas pour mon exploitation à moi, de 4 hectares environ, et pour ça, je fais dans les 120 litres d'huile essentielle à l'année. D'accord. Donc, après, il faut calculer, 120 divisé par 4, donc 1 hectare pour 30 litres. 1 hectare pour 30 litres. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que c'est... à l'année. Est-ce que c'est suffisant pour imaginer une vraie rentabilité? Alors, la rentabilité au niveau de l'ylang aujourd'hui n'est pas encore au rendez-vous, dans le sens que disons qu'il y a des choses qui se mettent en place, donc notamment on peut saluer l'arrivée du PER, justement, qui est dans la démarche de valorisation aussi de l'huile essentielle d'ylang en favorisant la transformation, donc des produits plus élaborés qui va en fait permettre de mieux valoriser en fait l'huile essentielle. Donc, mais là aujourd'hui en fait la rentabilité sur 1 hectare pour 30 litres d'huile essentielle, si on continue à vendre dans la filière existante, c'est pas du tout rentable. Après, on peut espérer qu'avec je sais qu'il y a des dispositifs d'aide qui sont en étude aujourd'hui à la DAF sur le paiement des fleurs au kilo et ainsi de suite. On peut imaginer qu'avec ces dispositifs d'aide que la DAF va mettre en place, on peut imaginer que ça pourrait être rentable. Anouar, j'ai envie de revenir sur votre passion. Qu'est-ce qui a fait un jour que vous vous êtes dit allez, je me lance dans l'ylang? Pourquoi? Disons que déjà tout petit, à l'âge de 3-4 ans, j'ai des souvenirs. Quand j'accompagnais mon grand-père lors des distillations. Et puis moi, j'ai quitté Mayotte pendant 24 ans et là, je suis revenu il y a 4 ans, justement. Et puis, après le décès de mon grand-père, j'ai vu cette exploitation, cette richesse qui était un peu à l'abandon parce que personne n'a vraiment repris l'activité à plein temps. Et puis, en étant sur l'exploitation, en travaillant un peu là-bas, je me suis senti vraiment apaisé. Je faisais quelque chose, je réalisais vraiment, je construisais. Et puis, je me suis pris de passion en étant avec cette liberté dans cette exploitation qui est magnifique. Et travailler cette fleur qui est vraiment un emblème de Mayotte. C'est clair. On la retrouve un peu partout, même dans l'armoirie de Mayotte, il y est. Et voir ce produit phare de Mayotte qui était un peu en perdition, je me suis dit il faut se lancer. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle et là je suis installé en tant que jeune agriculteur et voilà, j'avance et je salue toutes les personnes qui sont autour de cette dynamique pour relancer cette filière. Pierre, ça donne la chair de poule. Ce qui dit c'est beau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit d'y croire, les services de l'État y croient, les professionnels y croient, les médias y croient aussi. Ça veut dire quoi? Qu'on va vraiment y arriver? En fait, c'est pas seulement qu'on y croit, c'est qu'on le fait. En fait, c'est ça qui est, à ce stade-là. Voilà, les aides qu'on vient d'évoquer, les aides PAC à la production de la fleur, les aides POSEI à la distillation, c'est bon, tout ça c'est en place. Donc aujourd'hui, encore une fois, on fait plus qu'y croire, on le fait. Moi, j'ai juste, j'aimerais juste qu'on retrouve effectivement les lettres de noblesse de l'époque. Vous vous rendez compte ce qu'a dit Jean-Michel tout à l'heure, 20% de la production mondiale était issue de Mayotte. C'est hallucinant. On peut arriver à retrouver ça? Il n'y a pas de raison. En fait, encore une fois, moi j'insiste bien quand même sur un aspect qu'aujourd'hui on ne met pas dans le business plan, c'est la différenciation
de Mayotte par rapport aux Comores et à Madagascar. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste bien là-dessus. On va produire dans des conditions environnementales, notre ami nous l'a dit, sans pesticides. On va produire avec une rémunération. Les gens vont toucher, les exploitants, au moins le SMIC pour produire. Et ça faut vraiment qu'on arrive à le valoriser. Et je pense que dans ce produit luxe, je me répète, c'est tout à fait valorisable. Jean-Michel, encore une question. Que va devenir l'ancienne maison de la plantation Guerlain du côté de Combani, si je dis pas de bêtises? Ça, ce qu'elle va devenir, j'en sais rien. Je sais qu'elle elle a été reprise, je crois, par la famille Sam, je crois. Voilà, je sais qu'elle est encore, elle produit, il y a encore les ilanguières. Après, quel est le projet qu'il y a derrière? Je pense qu'à un moment donné, il y avait une volonté de faire de l'agrotourisme autour de cette exploitation, mais c'est pas moi qu'il faut le demander. Je pense que il faudrait le demander à Monsieur Sam. Quel est le projet? En tout cas, ce que je sais, c'est que la famille Sam veut être aussi un des partenaires de cette relance. Le musée? Donc, il va falloir qu'on en ait un jour. Eh ben, le musée, dans le PER, il y a une aile du pôle d'excellence rurale qui va être consacrée à la fois un musée de l'e-langue, mais enfin toute la valorisation, je veux dire, de l'environnement de Mayotte. Ça fait partie du cahier des charges. C'est ça le bâtiment qu'on voit dans le dossier? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est ça quand on parle de la filière, de la structuration, avec de la distillation, de la recherche. On va réfléchir sur les plantations, sur les méthodes de commercialisation. Et ce bâtiment et toute l'énergie qui sera la compétence qui sera mise dedans sera pour l'ensemble de la filière. Juste un mot pour finir. Je voudrais donner le mot à Anouar. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure? J'ai envie de dire que, sans prétention, je suis un exemple, Léa Sani. Je vais dire que quand on veut, on peut. Mayotte fut un temps, l'e-langue vraiment mis en avant Mayotte. Mayotte, c'était l'île au parfum. C'était pas pour rien, c'était par rapport à l'e-langue. Et aujourd'hui, on va agir pour l'environnement par rapport justement à cette relance d'e-langue. Certes, c'est un peu difficile, mais rien n'est facile dans la vie. Donc, à 30 ans, on fait encore une reconversion professionnelle pour quelque chose. Donc, moi, j'y crois vraiment et ça va marcher. Et c'est en train de marcher. Merci. Donc, merci infiniment, Anouar. Merci infiniment. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. On va retrouver une autre fleur d'e-langue qui sent pas forcément l'e-langue, mais une autre fleur. C'est Anne-Constance avec sa chronique de fin d'émission. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Il faut combien de fleurs d'e-langue pour faire 1 litre d'huile? Il faut 50 kilos de fleurs pour arriver à produire... 50 kilos de fleurs tout de même? Oui. C'est énorme. C'est le ratio. Ouais. Quel est le rôle des saisonniers dans la culture d'e-langue? Alors le rôle des saisonniers, c'est de cueillir les fleurs. Ils peuvent cueillir entre 2,5 et 4 kilos de fleurs en une journée. Et on parlait tout à l'heure de la différence salariale. Aux Comores, le coût salarial d'une journée de travail d'un cueilleur, c'est 5 €. Et en France, donc à Mayotte, c'est 130. Il y aurait de l'e-langue dans le numéro 5 de Chanel. Info ou intox? C'est tout à fait vrai. Incroyable. Il y aurait 10% d'e-langue. Enfin, c'est pas il y aurait. Il y a 10% d'e-langue dans la composition du Chanel numéro 5. 1500 à 2000 € par mois de revenus pour un agriculteur qui cultive l'e-langue. Ce n'est pas peu. Ah non, c'est énorme. Quel agriculteur en France métropolitaine ne rêverait pas de toucher 1500 € à 2000 € par mois? Et tout ça, c'est possible uniquement avec tout ce qu'on... Ça demande un boulot énorme. Ils sont présents en permanence sur leur C'est le job d'un agriculteur d'être présent sur son exploitation. Mais c'est quand même une chance extraordinaire de pouvoir bénéficier des aides de la PAC telles qu'on les a décrites tout à l'heure et de pouvoir bénéficier de ce niveau de rémunération. C'est aussi une clé pour relancer la filière. Anne-Constance, il nous reste une poignée de secondes. Parlez-nous de cette petite légende incroyable qu'il y a autour de l'e-langue.
c'est aux Philippines, un couple qui cherchait à avoir un enfant et qui n'y arrivait pas. Les dieux leur ont donné une petite fille qu'ils ont prénommée Ilang, mais ils ont conditionné la naissance de cet enfant au fait qu'elle ne pourrait être jamais touchée. Et elle est tombée éperdument amoureuse d'un jeune homme, ça arrive. Et donc lui aussi, il lui a offert des fleurs et il lui a effleuré les doigts pour qu'il puisse enfin se toucher tellement il s'aimait. Et elle a été transformée en un arbuste. Et depuis, on dit que l'amoureux cherche sa belle en murmurant ilang ilang. Oh, c'est mignon, mignon. Et ben, elle doit être à Mayotte, c'est sûr. Merci 1000 fois Anne-Constance, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Nous on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Ça sera certainement sur la même chaîne, à peu près à la même heure, avec d'autres invités et de nouveaux sujets. À très bientôt, salut.